J'ai choisi Ravage de Barjavel. Typiquement, c'est un auteur dont je pense que je l'ai adoré enfant et dont je ne suis pas certain que je continuerai à l'adorer maintenant, au vu de ce que j'ai pu comprendre du côté politique du personnage. Mais qu'importe, c'est assez émouvant de revoir cette vieille couverture, je pense que c'est Folio. Parce que j'ai lu ça très jeune, je devais avoir 9-10 ans. C'est un roman que je trouve assez brillant dans ce qu'il annonce de notre dépendance à la technologie et de notre dépendance à l'électricité. Je pense qu'il reste totalement contemporain pour ça. Et c'est un roman qui est très violent. Et je me rappelle d'une phrase qui a été un déclencheur chez moi. J'ai pas la phrase exacte, mais c'est un personnage met un coup de hache dans la tête d'un autre personnage. Et je revois l'épiphanie littéraire que j'ai traversée à ce moment-là en me disant on a le droit de faire ça, quoi. On a le droit d'écrire un truc aussi horrible et on est publié. Donc c'était une épiphanie parce que je me suis dit, voilà un endroit où on a le droit d'exprimer sa violence. Et j'étais un enfant plein de violence. Symbolique. J'étais pas du tout un enfant bagarreur, mais j'étais un enfant bourré de colère et bourré de violence. Et ça m'a permis de me dire, ouais, je crois que j'adorerais faire ça. Pas mettre des coups de hache dans la tête des gens, quoique symboliquement, mais écrire sur ce type de violence. Et donc, ne serait-ce que pour ça, j'ai une grande gratitude vis-à-vis de Barjavel, qui est au demeurant un très bon auteur. Hein. Je dis juste que maintenant, je suis pas sûr que je serais d'accord avec tous ces partis pris politiques. Voilà. Alors, c'est une question piège, parce qu'en fait, un livre que quelqu'un d'autre a fait, j'ai pas très envie de l'écrire moi. Mais je me suis dit, voilà, ce que je pourrais choisir d'écrire, ça serait celui-là, de Frederick Brown, collection de Noël, donc Fantômes et Farfafouilles. Et il s'avère qu'à un moment donné, une de ses nouvelles, il a écrit quelque chose de tellement vrai qu'il a parlé d'une civilisation extraterrestre lointaine, que la civilisation en question, qui existe en réalité, vient le voir en disant « Vous êtes trop fort, vous savez qu'on existe », et le mec il tombe des nues, parce qu'en fait c'est juste un vieil alcoolo. Mais ce qui est drôle, c'est que moi je me projetais dans le fait d'être un écrivain alcoolique, plus tard. C'est la deuxième étape de ma progression vers le métier d'auteur. Je jouais, devant la vieille machine à écrire qu'on avait à la maison, à être un écrivain alcoolique. J'avais une bouteille de whisky qui avait été remplacée, le whisky avait été remplacé, je préfère le prévenir, par du thé glacé. Et je faisais semblant de me bourrer la gueule et de faire genre, ouais, une sorte de Hemingway sur le retour. Et mes parents me regardaient faire en disant, mais qu'est-ce qu'il est con cet enfant. Mais ça les faisait rire quand même. Et donc, je pourrais dire, d'une certaine manière, j'aurais voulu être cet auteur alcoolique qui écrit Fantômes et Farfafouilles. Je pense que Frederick Brown était alcoolique, réellement. Et donc, toute cette iconographie, toute cette mythologie de l'auteur, un peu destroy, c'était aussi ce qui me fascinait, parce que là, on pourrait croire que j'étais un enfant complètement twisté, je pense que c'est le cas, mais j'étais extrêmement bien intégré dans la société. J'étais le faillot de service, j'étais le premier en classe. Donc, je pense que ce côté destroy, la mythologie de l'auteur alcoolique, me permettait de toucher à quelque chose auquel je n'avais pas accès dans ma vraie vie. Pourquoi j'aurais voulu vivre dans ces albums ? En fait, parce que je pense en particulier à Gaston. Gaston vivait dans la rédaction de Spirou. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu entre le réel et l'imaginaire qui était, je savais bien que c'était une BD, que Spirou, Fantasio n'existe pas, Gaston non plus, mais la rédaction de Spirou, objectivement, elle existait. Et donc, il y a une partie de moi qui imaginait quand même un peu que la rédaction de Spirou pouvait ressembler à la rédaction que Franquin présentait dans, par exemple, le bureau des gaffes en gros. Donc c'est un jeu, Franquin a toujours joué beaucoup entre la réalité et la fiction, mais toujours avec le prisme de l'humour, avec une poésie incroyable, avec un sens du dessin inégalable. Il y a une partie de moi qui me disait, ce que je voudrais, ça serait vivre dans la rédaction de Gaston. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai fait. Parce que je n'ai eu de cesse que de travailler pour le magazine Spirou. Et j'ai fini par travailler pour le magazine Spirou. Et là, la différence, c'est qu'il n'y a plus vraiment de rédaction comme elle était présentée dans Gaston. Les auteurs ne viennent pas travailler dans la rédaction. Ils envoient à l'époque où j'ai commencé, on envoyait ses fax. Ça remonte à loin. Puis ensuite des mails. Mais il n'empêche qu'à certains égards, j'ai réalisé ce rêve-là. Et donc, je suis assez fier de ça. Golding a ce grand talent, comme certains des auteurs que j'ai déjà évoqués, de parler de l'enfance en prenant le sujet très au sérieux. C'est-à-dire qu'il parle d'enfants échoués sur une île. Donc le sujet de Sa Majesté des Mouches,
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je crois que ça se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas certain que le contexte soit très explicite, mais c'est à peu près ça. Un navire s'échoue, une classe d'enfants, uniquement des garçons, se retrouve sur une île déserte et tous les adultes sont morts. Et en fait, de là, ces enfants vont reconstituer une espèce de petite société humaine en essayant de se dire qu'est-ce que devrait être la société puisqu'on est maintenant livré à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va recréer comme société. Et là où certains auraient montré un petit paradis avec des enfants qui se débrouillent entre eux et tout est choupi, Golding propose plutôt une dystopie, on pourrait dire, un récit assez dérangeant, extrêmement violent. Je ne suis pas sûr que je partage le pessimisme extrêmement fort de Golding vis-à-vis de l'humanité. J'ai aimé le fait qu'il parle de l'enfance en évoquant la violence de l'enfance, en évoquant la possibilité de la mort, un sujet qui me hante, on l'aura compris, et en évoquant la possibilité qu'un enfant devienne fou. Ça, c'est quand même une scène incroyable de ce récit. C'est que, pourquoi ça s'appelle Sa Majesté des Mouches ? Parce qu'à un moment donné, ces enfants chassent un cochon sauvage, ils le tuent, ils le mangent et ils gardent la tête du cochon empalée sur un pic, et cette tête pourrit. Ouais, on n'est pas dans de la littérature jeunesse, en tout cas pas classique. Je ne pense pas que c'était un livre écrit pour les enfants d'ailleurs. Cette tête pourrie, et elle est entourée de mouches. Et il y a un des enfants qui devient fou et qui se met à parler avec cette tête, et il l'appelle Sa Majesté des Mouches. Cette scène, waouh, quand on se prend ça dans la tête et qu'on a 12 ans, et qu'on se dit... tout ce qui m'a traversé l'esprit, en fait, c'est dur à résumer, mais en gros, je me suis dit, ce type-là sait qu'on peut être un enfant et qu'on peut flirter avec la folie. Le fait de voir un auteur en parler m'a fait un bien fou. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre de la littérature. C'est qu'elle peut aborder des sujets qui sont problématiques, mais ça fait du bien au gamin qui est en train de se poser des questions sur sa propre santé mentale, et ça lui permet de se dire « je ne suis pas tout seul ». Si je dois répondre à cette question, pourquoi je cite facilement Seul, déjà parce que c'est une de mes premières séries. Ensuite, parce que ça m'a permis de bosser avec Gazzotti, qui est un génie du dessin. Parce que c'est la série sur laquelle je continue à travailler. J'en suis au tome 16, donc c'est unique dans ma carrière. J'ai jamais autant travaillé et aussi longtemps sur une série. Et quand on a un succès public comme Seul l'a été, c'est un cadeau incroyable que nous font les lecteurs et les lectrices. C'est que je sais d'une année à l'autre que je vais quand même gagner ma vie suffisamment pour ne pas être angoissé par le futur. Et donc, Seul m'a permis de travailler aussi sur des séries qui n'ont pas marché. Ou sur des one-shots. Un one-shot, on en fait un, et s'il marche bien, c'est super, mais s'il marche bien, un one-shot, par définition, on n'en fait qu'un. Donc, il faut recommencer. Et on n'est pas sûr que le prochain one-shot marchera. Donc ça, c'était un cadeau incroyable des lecteurs, des lectrices, des dieux et déesses de la bande dessinée, de Gazzotti et de Dupuis. Et puis, je cite aussi cette série parce que c'est celle qui m'a valu le plus de retours d'affection des lecteurs. Parce que le public des enfants a ceci d'incroyable que quand il aime passionnément. Et c'est génial d'avoir vécu ça une fois dans sa vie. En fait, chacun de mes livres, c'est « j'adorerais écrire ça, est-ce que j'en serais capable ?» Et souvent, une fois que je l'ai écrit, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et ça tombe bien parce qu'il me reste encore, j'espère, plein de livres à écrire. Donc en fait, l'écriture, pour moi, ça n'est que ce moteur renouvelé sans cesse, c'est quelle sera ma prochaine tentative pour faire un bon livre. Et des fois, je m'en approche, des fois, je me plante. C'est pas forcément très grave. Maintenant que j'ai un peu d'expérience, au début, c'était très grave. Mais maintenant que j'ai 20-25 ans d'expérience, si objectivement, je ne peux pas dire que je rate un livre, parce que j'ai jamais l'impression que je rate complètement un livre, à chaque fois j'ai tenté quelque chose, mais si objectivement le livre n'a pas trouvé son public, si objectivement le livre est plus compliqué à vendre, si je sens que les libraires sont plus rétifs à le vendre, je passe au suivant. Dans tous les cas, je sais qu'un livre peut trouver, même plus tard, même très tardivement, un micro-public, parce qu'il y a toujours une poignée de personnes qui peuvent comprendre ce que j'ai voulu tenter de faire. Je me suis peut-être planté, mais j'ai tenté à chaque fois que j'écris un livre, je suis très très honnête dans le fait que j'essaie quelque chose que j'ai jamais complètement fait avant. Donc par définition, puisque je l'ai jamais fait, je peux me planter, et c'est ok, ça me va très bien. Donc, on verra quels seront les prochains livres que je vais écrire. Le lac du Bourget, je pourrais le voir et le revoir sans fin.
il est somptueux. J'adore tous les paysages alpins, j'adore aussi tous ces paysages qu'on retrouve dans le nord de l'Italie, en Suisse. C'est le mélange de montagnes et de grands lacs, c'est somptueux. J'ai enfin réussi à écrire sur cette région récemment dans une série qui s'appelle La cuisine des ogres, qui se passe là, dans ce paysage, puisque ça se passe dans la Dent du Chat, à l'intérieur d'un mont qu'on surnomme la Dent du Chat dans le coin, sauf que j'invente une légende autour de cette Dent du Chat, qui explique qu'en fait, à l'intérieur de la dent, il y a une cuisine où on cuisine entre autres des enfants. Et donc de pouvoir très 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 longtemps après mon envie d'écrire, renouer avec cette région, parce que mon envie d'écrire, elle date de quand j'habitais là-bas. J'étais encore un enfant, un ado, je savais pas encore que j'allais écrire, mais je savais que j'avais envie de raconter des histoires. Le fait de pouvoir maintenant rendre un hommage à cette région, qui est incroyable, c'est assez touchant. Je dirais que la boucle est bouclée. Je ne suis pas en train de dire que je peux mourir, hein, je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Ça vient dire quelque chose de mon parcours. Je suis très content de pouvoir dire merci à ce lieu. Moi, je crois beaucoup, là encore, à la puissance des lieux. Et je dois beaucoup à cet endroit et à ce lac.